L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 8. La plupart des hommes, mus par une sorte d'ambition, semblent préférer qu'on les aime plutôt qu'aimer eux-mêmes. Voilà pourquoi aussi les hommes en général aiment les flatteurs. Le flatteur est un ami auquel on est supérieur, ou du moins qui feint d'être à votre égard dans un état d'infériorité, et qui affecte plutôt d'aimer que d'être aimé. Mais quand on est aimé, on paraît bien près d'être estimé, et l'estime est ce que désirent la plupart des hommes. Si du reste on recherche tant l'estime, ce n'est pas pour elle-même, c'est surtout pour ses conséquences indirectes. Le vulgaire ne se plaît tant à être considéré par les gens qui sont dans une haute position que pour les espérances que cette considération lui donne. On pense qu'on obtiendra tout ce qu'on veut de ces personnages dès qu'on en aura quelque besoin. On se réjouit des marques de considération qu'ils vous accordent, comme d'un signe de leur future bienveillance. Mais quand on désire l'estime des gens honnêtes et clairvoyants, on veut affermir en eux l'opinion qu'on leur a donnée de soi. Nous sommes flattés alors qu'on reconnaisse notre vertu, parce que nous avons foi à la parole de ceux qui expriment ce jugement sur notre compte. Nous sommes flattés aussi d'être aimés d'eux pour cet amour en lui-même, et l'on dirait que nous allons jusqu'à préférer l'affection à l'estime, et que l'amitié nous devient alors désirable uniquement pour elle, toute seule. L'amitié du reste semble consister bien plutôt à aimer qu'à être aimé. Ce qui le prouve, c'est le plaisir que ressentent les mères à prodiguer leur amour. On en a vu plusieurs qui, ayant dû abandonner leurs enfants, se complaisaient à les aimer encore par cela seul qu'elles savaient qu'ils étaient d'elles, ne cherchant même pas à obtenir quelque retour d'affection, parce que cet échange de sentiments réciproques ne pouvait plus avoir lieu, ne demandant pour leur part rien que de voir leurs enfants bien venir, et ne les en aimant pas moins avec passion, quoique ces enfants dans leur ignorance ne puissent jamais rien leur rendre de ce qu'on doit à une mère. L'amitié consistant donc bien plus à aimer qu'à être aimé, et les gens qui aiment leurs amis étant à nos yeux dignes de louange, il semble qu'aimer doit être la grande vertu des amis. Par conséquent, toutes les fois que l'affection reposera sur le mérite de chacun des deux amis, les amis seront constants, et leur liaison sera solide et durable. C'est ainsi que même les gens d'ailleurs les plus inégaux peuvent être amis. Leur estime mutuelle les rend égaux. Or l'égalité et la ressemblance sont l'amitié. Surtout quand cette ressemblance est celle de la vertu, car alors les deux amis étant constants, comme ils le sont déjà par eux-mêmes, le sont également l'un pour l'autre. Ils n'ont jamais besoin de honteux services et n'en rendent pas non plus. On pourrait dire que même ils les empêchent, car c'est le propre des hommes vertueux de se préserver eux-mêmes des fautes et de savoir aussi au besoin arrêter celles de leurs amis. Quant aux méchants, ils n'ont rien de cette constance. Ne demeurant pas un seul instant semblables à eux-mêmes, ils ne deviennent amis que pour un moment, et ils ne se plaisent à associer que leur mutuelle perversité. Les amis qui se sont liés par intérêt ou par plaisir le demeurent un peu plus longtemps, c'est-à-dire tant qu'ils peuvent tirer l'un de l'autre plaisir ou profit. L'amitié, par exemple, semble naître surtout du contraste, par exemple entre le pauvre et le riche, l'ignorant et le savant. Comme on manque d'une certaine chose que l'on désire, on est prêt pour l'obtenir à donner quelque autre chose en retour. On pourrait bien encore ranger dans cette classe l'amant et l'objet aimé, le beau et le laid qui se lient ensemble. Voilà ce qui rend parfois les amants si ridicules,
de croire qu'ils doivent être aimés comme ils aiment eux-mêmes. Sans doute, s'ils sont également aimables, ils ont raison d'exiger ce retour. Mais s'ils n'ont rien qui mérite vraiment l'affection, leur exigence ne peut qu'être ridicule. D'ailleurs, il se peut que le contraire ne désire pas précisément son contraire en lui-même, et qu'il ne le désire que par accident. En réalité, le désir tente uniquement au moyen terme, au milieu, car c'est là vraiment le bien. Et par exemple, dans un autre ordre d'idées, le sec ne tend pas à devenir humide, il tend à un état intermédiaire, et de même pour le chaud et pour tout le reste. Mais n'entamons pas ce sujet qui est trop étranger à celui que nous voulons traiter ici.